BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, la deuxième partie de ce De quoi je me mêle, le dernier de cette saison, je vous le rappelle. On reviendra bien sûr à la rentrée pour votre rendez-vous du week-end dédié à la tech. Avec pour cette rétro donc, eh bien Nicolas Lelouch de la rédaction de Numérama. Rebonjour Nico, et JB de The E-Collection. Bonjour. Voilà, un passionné de tech depuis de très nombreuses années que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube The E-Collection. Alors attention, deuxième partie, donc pour débriefer l'actu de ces derniers mois, et on attaque l'Apple Vision Pro. C'était il y a quelques semaines, c'était à Cupertino, vous y étiez tous les deux, on a la chance de vous avoir tous les deux sur le plateau parce que vous avez fait le voyage, vous êtes allés là-bas, vous avez pu tester ce Apple Vision Pro qui fait partie, moi je trouve, de l'une des actualités majeures de cette année 2023 parce que Apple se lance dans une nouvelle aventure technologique avec un nouveau segment qui s'ouvre et quand Apple en général s'intéresse à un nouveau segment, déjà, tout le monde s'intéresse à ce qu'ils font, et deux, ça sent bon la réussite quand même. Après, c'est pas gagné. On se rend compte que ils ont tiré très très tôt dans cette technologie, mais j'aimerais avoir votre avis puisque vous avez testé tous les deux ce Vision Pro. Qu'est-ce que vous en pensez ? On commence par JB et puis après Nico nous donnera son avis. Moi, j'ai été très agréablement surpris par le casque, parce que de le tester 30 minutes, sachant qu'il sortira, à mon avis, peut-être pas avant fin 2024 en France, voire même peut-être après, d'après les dernières rumeurs et indiscrétions de Mark Gurman. Il doit arriver quand aux États-Unis ? Début 2024. Voilà. Après, c'est large. Il n'y a pas eu des rumeurs comme quoi il serait peut-être un peu décalé ? Enfin, je crois qu'il y a des problèmes de production aussi. Oui, il y a de gros problèmes de production, paraît-il. Ouais. Mais c'est entre janvier et juin 2024, donc c'est loin quand même. Dans un an, quoi. Ouais, minimum. Et puis en France, je pense qu'on a vraiment le temps. Mais c'est un produit assez ovni, quoi qu'on en dise, parce que ça ressemble un peu à pas grand-chose de ce qu'on a vu un peu avant. C'est-à-dire qu'on va tout contrôler avec ses doigts, avec ses yeux, on regarde, on a un écran qui reproduit son regard et son visage sur l'extérieur. On est dans un monde virtuel ou dans un monde réel en tournant la petite molette juste au-dessus. Et moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié l'expérience de tester beaucoup de choses à l'intérieur qui me disent que oui, je pense que d'ici 10-15 ans, ça va vraiment être la révolution et on aura tout ça sur notre tête, mais dans une version beaucoup plus légère, moins chère et pratique. La démo que vous avez faite, elle était complète, c'est-à-dire que vous aviez pas mal d'exemples de ce à quoi ressemblera une expérience du Vision Pro. On avait une petite dizaine d'applications, je crois, quelque chose comme ça. Donc l'informatique spatiale qu'on explique, c'est-à-dire que tu vois tes écrans de tes Mac déportés, c'est ça ? C'est ça, en fait. On regarde avec le visage, par exemple, une application, et avec son petit doigt, on fait ça, et on sélectionne l'application, mais qu'on mette son doigt à droite, en bas, derrière, parce qu'en fait, le masque a des capteurs un peu partout, qui permettent de capter les doigts, et puis on prend une application avec son doigt, on la met vraiment où on veut, vraiment comme dans Minority Report, Iron Man et autres. C'est hyper réaliste, je trouve. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé, Nicolas. Oui, je suis tout à fait d'accord. On a tous les deux vidéos. On a fait tous les deux une vidéo où on raconte l'expérience. Donc, de mémoire, on a fait... À retrouver sur Numérama et sur The E-Collection. Ça marche ou pas, d'ailleurs, en termes d'audience ? C'est des choses qui intéressent les gens. De gros succès, C'est une des vidéos les plus vues de l'année pour nous. Moi, c'est peut-être une des vidéos les plus vues. Donc, ça prouve quand même qu'il y a une appétence. C'est aussi un indicateur intéressant. C'est un vrai de l'opinion publique. Aussi. Bon, après, évidemment, Apple, vous touchez quand même on va dire, tout comme nous d'ailleurs, une cible plutôt sensible à la tech, mais malgré tout, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a eu un aussi gros intérêt là-dessus. C'était le risque, je pense, pour Apple. La première mission qu'ils avaient, c'était de donner envie aux gens de s'y intéresser. La prochaine, ça va leur donner, c'est d'arriver à maintenir justement cette envie. Et ça, c'est là où moi je suis un peu inquiet, c'est que JB vient de le dire, ça sort début 2024 aux États-Unis, potentiellement fin 2024, début 2025 chez nous. D'ici là, il va falloir qu'ils lancent des nouvelles générations moins chères, on ne sait pas quand ça arrivera. C'est rare en fait qu'on soit quasiment dans la certitude que dans les 2 ans après l'annonce d'un produit Apple, le produit est sûr de pas beaucoup se vendre. C'est quand même assez rare d'aller voir prendre ce pari. J'ai aussi été bluffé. Parce que j'ai testé beaucoup de casques de réalité virtuelle. Mais vous les avez tous testés, en fait, que ce soit les Quest, les HTC. Le Quest Pro, moi, je fais partie des rares personnes qui l'ont aimé. J'ai vu tout le monde descendre ce produit, dire que c'était une catastrophe. Tu l'as testé, toi, JB ? Non, j'ai pas pu le tester, non. Ouais. Beaucoup de gens l'ont détruit, notamment à cause de son prix qui était super élevé, tout ça. Et qui a baissé aussi de manière drastique. Finalement, aujourd'hui, il est autour des 1000. Donc, si on compare aux $3 500 d'Apple, c'est donné. C'est pas beaucoup d'argent, 1 000 € aussi pour un casque. C'est beaucoup
beaucoup d'argent, mais bon. En tout cas, le produit en lui-même avait un vrai potentiel et je l'aimais beaucoup. Ce qu'on voit avec Apple, ce que je dirais, moi c'est la nuance que j'apporte à ce que j'ai vu beaucoup sur des premières impressions en ligne, c'est que beaucoup, en fait, j'ai l'impression que c'était une découverte quasiment de la réalité virtuelle dans la description. Moi, je trouve que ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils ont amélioré ce qui existait déjà. J'ai rien vu, si ce n'est la navigation avec les yeux et la main, incroyable. J'ai jamais vu ça en termes de fluidité, c'est hyper naturel. Mais c'est-à-dire que, excuse-moi, je te coupe, comme ils ont révolutionné l'ergonomie des smartphones avec iOS et le premier iPhone, tu penses qu'ils ont trouvé la clé de la révolution de l'ergonomie de ce monde qui est un nouveau monde en fait, un nouvel OS, qui est la VR, enfin en tout cas la réalité mixte. La navigation par la vision, ça me semble la bonne approche. C'est un casque, c'est des lunettes. Par la vision et par les doigts. Par les doigts aussi, parce qu'il faut sélectionner. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui sur le MetaQuest, on a déjà la navigation avec les mains, mais en fait on met la main devant son champ de vision et en fait on va voir sa main avec un pointeur bleu qui sort. On met le pointeur bleu sur une icône. Et on sélectionne pareil, mais par contre, la main doit toujours être levée en l'air pour attraper des choses. Là, l'idée d'Apple, c'est que non, la main, vous la mettez dans votre poche, vous la mettez posée sur le canapé, vous avez juste à regarder un endroit et ça marche tout seul. Et ça marche tellement bien qu'en effet, je trouve que c'est une vraie révolution. Après, sur le reste, l'interface, elle ressemble beaucoup à celle de Meta, les applications ressemblent beaucoup à celles de Meta, mais ils ont deux forces, c'est leur écosystème. Sur le MetaQuest, j'ai pas la possibilité de voir la photo que j'ai prise avec mon iPhone il y a 5 minutes. Sur le Vision Pro, c'est automatique. Pareil pour les iMessage, pour toutes mes applications en général. Et après, quand on coûte 3,5 fois plus que les autres, on peut se permettre d'avoir des meilleurs composants. Et c'est la première fois que j'essaye un casque de réalité virtuelle où je ne vois pas les pixels, où la qualité est parfaite, où la profondeur de la 3D, elle s'étend sur 30-40 mètres. Donc c'est digne en fait de la vraie réalité. C'est pas un effet 3D, c'est de la pure 3D. Donc en effet, le produit technologiquement est abouti. Mais on est d'accord que c'est une vitrine technologique finalement. On a presque l'impression que ce produit... et pas fantôme, mais... C'est un mix de beaucoup de produits d'Apple. On a un peu d'Apple Watch, on a un peu de AirPods, on a un peu d'écran, on a du Mac, on a tous les produits dans ce masque-casque. Apple l'a jamais dit d'ailleurs masque-casque, ils disent juste Vision Pro. Ils disent ordinateur spatial, voilà. Ils en ont un peu. Mais c'est malin ça. Ouais. Très malin. Et l'informatique spatiale, c'est cool en fait. Et c'est pas mal. Enfin, ça explique un peu le concept. Mais je pense que c'est un terme qu'à terme, justement, on utilisera souvent en disant attends, j'ai mon ordinateur spatial qui est là, je le prends à la place de mon ordinateur classique que je peux avoir ici, qui est portable ou fixe. Et je pense vraiment que dans 5-10 ans, ça va vraiment être un standard parce que de ce que moi j'ai pu tester, ce qui m'a le plus surpris, c'est justement ces vidéos immersives avec toute cette profondeur de champ, toute cette perspective qui est incroyable et qu'on ne peut pas comprendre si on ne le teste pas, tellement on ne réalise pas. Moi, c'est vraiment comme si nos yeux étaient là et qu'on voit cette perspective. Avec des écrans 4K de ouf, enfin des trucs incroyables quoi, qui font que tu ne vois pas les pixels parce qu'il y a la résolution est tellement élevée que même s'ils sont à quelques centimètres de ses yeux, tu ne vois pas les pixels. Et la techno d'écran est inédite aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais voilà, dans 5-10 ans, mais c'est fou quand même de se lancer dans une aventure pour Apple d'un produit. Enfin, on reprend l'iPhone. Le premier iPhone, a fait le buzz, etc. Il était quasiment inutilisable. Il n'y avait pas de 3G. Enfin, c'était vraiment un truc. Voilà. Après, il y a eu le deuxième, l'iPhone 2, 3G. Etc. Et là, ça commençait. Mais il a fallu quoi, 2-3 ans? C'est l'iPhone 4 en 2010 qui a vraiment, je pense, installé les bases. Même l'iPhone 3G est un immense succès. Enfin, c'est le succès de Noël. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2-3 ans, d'un coup, c'est devenu un produit mainstream. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que dans 2-3 ans, ce produit ne sera pas un produit mainstream. Il sera peut-être même pas sorti. Oui, il sera peut-être même pas sorti partout. Mais donc, ça veut dire qu'Apple c'est évidemment, inédit dans leur sinon on le dit, eux, ça fait des années qu'ils le savent, ils ont dû payer des études incroyables pour savoir jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va mettre avant qu'on ait tout ça sur la tête, et ils savent que c'est dans 5-10 ans, c'est ce que tu dis. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est le fait de se dire, voilà, on appuie sur un bouton, et on ne sait pas trop quand on va y arriver, mais il faut y aller maintenant, parce que on sent que c'est une voie qui mérite qu'on s'y mette maintenant. C'est fort. Et ça leur ressemble pas, surtout. Mais je trouve ça très courageux. Comme Zuckerberg, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Zuckerberg, finalement, est un des pionniers là-dessus. Après, Apple, je pense qu'il est très meilleur pour vendre l'idée. Il est très heureux qu'Apple investisse et se mette sur ce marché-là. Pour lui, c'est un peu une bataille. Les grands gagnants, c'est eux. Si le Quest 3, qui va être annoncé à l'automne, a un bon prix, enfin, on sait qu'il a déjà un bon prix, mais qu'en tout cas, il est bon, qu'il est réussi du point de vue de la réalité mixte, je lui prédis un immense succès à Noël. Et même Meta, à mon avis, ne s'attend pas à un aussi gros succès. Je vois ça dès cette année. Moi, je verrais plus quand le casque. Il y a la hype posée par Apple. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que la hype, là, je suis pas d'accord avec toi. Petit à petit quand même. Oui, ça va redescendre. En fait, il va falloir qu'ils recommuniquent sur ce casque. Je pense que c'est trop tôt encore.
c'est encore trop tôt. Je serais pas étonné que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, pour les 500 €, hein. 500 € pour un casque de réalité mixte, c'est les gens. Aujourd'hui, on peut se dire ouais, ça peut être un bon cadeau de Noël pour la famille. C'est pour jouer et ça sera toujours moins cher que le casque d'Apple. C'est même 7 fois moins cher, même plus. Je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense qu'il faudra encore attendre la miniaturisation de ce truc-là, parce que malgré tout, même si le Quest Pro est top et on peut imaginer que le nouveau soit inspiré du Quest Pro, ça sera toujours un casque un peu imposant. Ça sera toujours un peu gros. Voilà, bon, enfin bref. Mais on verra, tiens, ça va être intéressant de voir justement comment ça va se passer. Mais pour terminer, je pense juste que le commun des mortels aujourd'hui, le grand public, il s'imagine qu'un casque, c'est fait pour faire du métavers, pour faire de la VR, qu'on est tout seul dans sa bulle, et que c'est pas joli. Donc je pense pas que dès cette année, ça va relancer une mode. Je pense que ça va attendre qu'Apple sorte son produit, que les gens se disent ok, c'est sympa, parce qu'Apple a quand même cette force de dire que ce qu'ils font, ça marche bien. Et après, ça va relancer la mode. Mais je pense que ça va pas être le cas avant 1 ou 2 ans minimum, que les casques comme tous ceux méta prennent un step-up en vente. Mais ça va être la folie parce que je sais pas si vous avez suivi le truc. En fait, ils voulaient en produire 1 million en 2024, mais en fait, ils vont en produire que 400 000 parce que au début, c'était plus qu'1 million d'ailleurs. Ouais, pendant longtemps, c'était plus qu'1 million. Au moment du lancement, ils étaient 1 million. Et là, c'est encore. Là, on est à 400. Enfin, d'après ce que j'ai lu, c'est 400 000. Les fournisseurs s'arrachent les cheveux parce que c'était un truc hyper compliqué à fabriquer. J'imagine la supply chain, ça doit être un enfer. Les écrans 4K de Sony, je crois qu'ils ont du mal à les produire parce que c'est vraiment des trucs de fou, quoi. Et donc, ce casque va s'arracher parce que même à $3 500, les 400 000, ils vont les vendre. Hein. Non, mais oui, ils vont les vendre. Je suis pas inquiet pour eux. Mais le problème, c'est que vendre 400 000, 1 million d'exemplaires, c'est facile. Convaincre la moitié, non, pas la moitié, allez, convaincre 10% des utilisateurs d'iPhone d'en acheter un, ça c'est autre chose. Et c'est là où Mais bon, je pense qu'on peut faire l'analogie avec l'Apple Watch, non ? Ouais, clairement. Ouais. Oui, sans doute. Ils sont perdus dès le départ, dès l'annonce, c'était sur envoyer des tapes sur l'Apple Watch. Ils ont tout supprimé et finalement, 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, ils ont revu les bases et c'est la santé, les notifications. Et je pense qu'ils ont appris avec le temps et ils apprendront beaucoup avec le temps, avec je pense. Et je pense que l'Apple Watch n'aura jamais le succès d'un iPhone. Parce qu'il y a des gens qui, et moi le premier, j'ai du mal à porter des montres, j'aime pas ça. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, absolument. Et puis il y a des gens qui aiment bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même assez clivant, une montre. Tu vois, tu peux pas. C'est pas comme un iPhone où tu es obligé, en smartphone, tu es obligé d'en avoir un. La montre, tu peux t'en passer. Mais c'est intéressant. Et je pense que la tablette aussi, finalement. Oui. L'iPad, aujourd'hui, ça marche. Non, mais t'as raison. À terme, je pense que l'iPad. T'as raison, c'est pas indispensable. C'est pas un produit indispensable, c'est clair. Vision Pro, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que là, les développeurs doivent commencer vraiment. On va pas tarder à le recevoir là. Ouais. Ça va pas tarder les premiers envois développeurs. Ça va être cool. Dans l'actu aussi, alors quelque chose d'un petit peu moins heureux, mais qui, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde, c'est en fait cette frénésie des constructeurs chinois qui, de smartphones, j'entends, qui depuis quelques années inondent le marché européen, les Xiaomi, les OnePlus, les Realme, les Vivo, j'en passe et des Honor, Honor, etc. Huawei qui s'en va gentiment parce que évidemment avec le ban US, ils n'ont vraiment plus de sens de fabriquer des smartphones parce qu'il n'y a plus Google dedans. Mais parmi tous ces acteurs, il y en a un que j'ai pas cité, c'est Oppo, qui était sans doute celui qui arrivait à tirer le plus son épingle du jeu dans ce marché ultra concurrentiel, qui investissait beaucoup d'argent, qui fait de très bons téléphones aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Les très haut de gamme d'Oppo sont souvent des références en termes de photos, etc., etc. Et là, on a appris, c'était quoi, fin d'année dernière, que Oppo quittait l'Allemagne. Et là, ils sont en train de quitter la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur le site d'Oppo, vous ne pouvez plus acheter un smartphone Oppo. Vous allez dans les boutiques des opérateurs ou dans les grands magasins, il n'y a plus de téléphone Oppo. Ou alors en déstockage. Donc mes amis de Frandroid ont vu un Oppo qui normalement coûte 400 à 79 € bradé pendant les soldes. Non mais incroyable. Et Oppo est en train, en catimini, de quitter le marché européen. Alors ils sont toujours présents en Italie et en Espagne, je crois. Ouais, pour l'instant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est en effet c'est inédit cette situation, on n'a jamais vu ça.
On a vu des constructeurs partir, on a rarement vu un constructeur sur la pente croissante partir. Et c'est là où ça change un peu. En effet, tu l'as dit, Oppo, ils se sont positionnés très rapidement sur le haut de gamme des constructeurs chinois, qui était une place prise par Huawei. Donc au début, ça n'a pas très bien commencé. Et puis Donald Trump est arrivé, il a donné un sacré coup de pouce à toute l'industrie. Huawei est parti, donc Oppo a pu devenir le constructeur haut de gamme chinois, avec Xiaomi qui a pris entrée, milieu de gamme et tout le reste. Les autres, en effet, il y en a trop. On l'a toujours dit, quand j'étais sur tes émissions pendant longtemps, je toujours dit que on pouvait pas avoir Realme, Vivo, TCL, OnePlus, plein de marques. C'était destiné à un moment ce marché à se bouffer. Mais Oppo et Xiaomi semblaient bien partis pour être les deux survivants. Et à terme, moi, je voyais le marché avec 4-5 acteurs, dont ces deux-là. Ce qui se passe, c'est juste une question légale. C'est que, comme beaucoup de marques, Oppo utilise la 4G et la 5G, que c'est des brevets qui sont détenus par Nokia, que Oppo n'a pas payé, que Nokia a attaqué Oppo en justice dans plein de pays, dont l'Allemagne, la France, etc. Et en fait, je n'ai plus les chiffres. J'ai essayé de les retrouver avant l'émission, mais je ne les ai pas retrouvés. Mais je les avais lus à un moment que la somme que réclame Nokia par an à Oppo est équivalente à je ne sais pas combien, mais au moins 10 fois son chiffre d'affaires annuel en Europe. Ah ouais. Donc en fait, la réalité, c'est que soit on est sur une question d'image, donc on dit ok, je reste présent parce que je suis une marque chinoise puissante, je dois rester en Europe, c'est hyper important d'être là. J'assume et je paye. Et je paye, dans ce cas-là, je dépense. Soit on se dit, en fait, la réalité, c'est que l'Europe, c'est 2% de mon chiffre d'affaires, c'est la Chine qui me rapporte 70% de ce que je gagne, l'Inde et d'autres pays asiatiques. Qu'est-ce que je fous là ? Genre, je vais pas me ruiner alors que je peux gagner de l'argent avec la Chine. Donc, ils sont partis de l'Allemagne parce que c'était là où le procès a eu lieu au début. Et maintenant, petit à petit, ils vont sans doute se désengager de tous les marchés européens. Parce qu'il va avoir sans doute jurisprudence. C'est-à-dire que s'il y a eu cette condamnation en Allemagne, elle arrivera en France. Ils anticipent en fait tout ça, j'imagine. Et oui, ils doivent avoir des conseillers juridiques. Ça peut pas leur apporter pour l'instant, mais ce qui est fou, et puis il y a cette confrontation Chine-Europe, c'est-à-dire que Nokia c'est une boîte européenne. Il y a aussi ça, c'est qu'ils peuvent pas gagner ce bras de fer là, ils le savent. Ce qui est terrible, c'est qu'Oppo était partenaire majeur de Roland-Garros depuis plusieurs années. Ils sont depuis cette année partenaire majeur de la Ligue des Champions, quand même le plus gros événement de sportif européen tous les ans. Donc voilà, ils ont investi des centaines de millions pour rien. Ils ont investi énormément, tout semblait avancer petit à petit, mais en bien. Ils ont déménagé leurs locaux parisiens. Ils ont pris une tour à la Défense. Ils sont installés en début d'année. Donc, franchement, même pour les équipes d'Oppo France, j'ai de la peine aujourd'hui parce que, elles n'ont rien vu venir. On leur a toujours assuré sur la question. Non, vous inquiétez pas sur les brevets, sur l'Allemagne. Il y a peu de chances que ça nous concerne. Et voilà, on en est là aujourd'hui, et tout ça se passe hyper brutalement et pour une raison juste légale. JB, incroyable cette histoire. Selon les sources officielles, Oppo ne quittera pas la France. C'est ce qu'ils disent. C'est que Oppo restera en France et que tous ceux qui ont des Oppo, ça continuera à marcher. Il y aura toujours du SAV qui existera. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie vraiment de quitter la France en y restant. Fermer les bureaux. Parce qu'ils ferment les équipes françaises. En fait, si j'ai bien compris, le plan actuel est d'opérer le marché Oppo France depuis un autre pays ou quelque chose. Mais quand tu retires tous les téléphones, c'est qu'il y a un souci quand même. Oui, non, mais en fait, c'est. Non, mais on est d'accord. Huawei a passé 3 ans à me dire face à face, mais non, nos smartphones vont super bien, on cartonne, alors qu'ils avaient perdu 99% de part de marché. Je pense que c'est une question de garder la face. Il y a sans doute un peu de vrai. En effet, Oppo ne va pas complètement fermer du jour au lendemain. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va sur oppo.fr, il n'y a plus de téléphones vendus. La Fnac, les partenaires majeurs ne sont plus rémunérés par Oppo. Il y a plein de publicités qui n'ont pas été payées, qui devaient être payées, qui ne l'ont pas été. Wow. Donc il s'est passé quelque chose. Non, mais tu vois, regarde on saura exactement ce qui s'est passé. Mais... Tous les utilisateurs de smartphones Oppo qui ont cru en cette marque et qui ont acheté un téléphone, franchement, c'est pas terrible, quoi. Ils se sentent un peu trahis. Je pense pas qu'ils soient déçus du téléphone en eux-mêmes. Non, mais est-ce que tu auras des mises à jour ? Est-ce que tu auras des mises à jour oui, mais autant qu'on pourrait l'espérer ? Est-ce que ton SAV sera assuré ? Il y a toutes ces questions-là, tu vois. Quand tu lances une marque de smartphone, tu es responsable aussi t'as plein de responsabilités, quoi. Je trouve cette histoire lunaire. Mais les équipes françaises européennes, ce qu'il y a de fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est Oppo. Pourquoi demain, ça serait pas Honor, par exemple ? Pourquoi Nokia n'attaquerait pas Honor ? Je sais pas, ça, ou d'autres. Je sais pas. Enfin, tout est très opaque, en fait. Moi, j'ai pour théorie que le marché du smartphone, il y a eu une grosse baisse de vente mondiale. C'est combien ? C'est moins 13%. Oui, évidemment. Entre 2023 et 2022, ça avait déjà baissé. Je pense qu'on a eu l'âge d'or il y a quelques années où on avait vu plein de constructeurs apparaître. En fait, là, quand on voit les chiffres,
les gagnants, c'est Apple et Samsung. Hein. Apple, grand gagnant, ils arrivent à appliquer de plus en plus d'utilisateurs Android. Il y a une petite crise pour le monde Android quand même. Hein. C'est pas normal que Apple gagne autant de parts de marché et qu'Android en perde autant depuis plusieurs mois. Donc Apple est très en forme. Je pense qu'en fait, on se dirige vers le retour du duopole Apple-Samsung avec Xiaomi qui va récupérer des miettes sur... des miettes, non. Des et Honor aussi, non? Parce que je suis même pas sûr. Moi, je pense que du Honor, du Google, ils peuvent continuer d'exister, mais que leurs chances de devenir géants sont en train de s'amincir. Ouais. Et pourquoi je sais pas, mais les constructeurs chinois se concentreraient pas sur le marché chinois parce que c'est là-bas où ils font le plus de ventes et que dans le reste du monde, il reste que Samsung, Apple et pourquoi pas Google, qui est quand même un acteur américain qui a énormément d'argent et qui essaie chaque année quand même de grossir de plus en plus. Ça serait intéressant. Ça serait... Je pense que les marques chinoises veulent s'étendre et c'est normal, on peut pas faire des super produits. Franchement, moi, j'ai longtemps dit, quand je voyais les tests des Américains qui ne raisonnent que au titre de il n'y a que Apple et Samsung dans la vie parce qu'ils connaissent rien d'autre, j'ai longtemps dit qu'on avait beaucoup de chance en Europe de savoir qu'il existe des alternatives. Parce que quand on a le prisme américain, on a l'impression que l'iPhone est le meilleur en photo, alors que quand on était en France, on savait que Huawei ou Oppo étaient capables de faire beaucoup mieux. Et on avait cette chance-là de connaître des produits qui étaient dispo qu'en Chine. J'ai un peu peur qu'avec le temps, finalement, en effet, tu as raison, les marques chinoises se recentrent sur l'Asie et laissent l'Europe de côté. Parce que la grosse force de Google, c'est l'IA, justement. Les photos du Google, c'est pas les meilleurs capteurs, mais par contre, les photos sont juste géniales. C'est et dingue. Ça, le grand public Google commence à a comprendre. potentiellement des chances, c'est possible. Google, s'ils mettent les moyens, il faut qu'ils mettent le paquet. Mais qu'ils le font, surtout qu'on le voit, et tu en as parlé, il n'y a aucune évolution technologique dans les smartphones vraiment véridique depuis 4-5 ans. On tourne en rond. Donc c'est pour ça aussi que les smartphones se vendent moins. Les gens ont moins d'argent, ils se sont fait plaisir pendant le confinement parce que ils avaient un peu plus peut-être de moyens et qui ont fait qu'ils ont changé leur téléphone. Aujourd'hui, tout est pareil, les iPhones sont tous pareils et finalement, Oppo, quand ils se sont lancés sur le marché, ils ont sorti des smartphones qui étaient très chers. Et c'est peut-être pas la bonne façon de s'implanter dans un marché que d'arriver sur un truc très cher. Et comme le disait très justement JD qui réalise cette émission, c'est LG qui s'était retiré du marché du smartphone il y a quelques années. Aussi, mais bon, ça marchait pas. Mais voilà, ça marchait pas. Ils auraient dû se retirer 5 ans avant, ça aurait été peut-être mieux. Je crois que c'était une ambition. Enfin, je crois qu'il y a même plus de smartphones LG, même en Corée, non? Ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté. Et à l'inverse, il y a Motorola qui revient. Et Motorola qui fait des bons produits. Et qui fait des produits sympas, c'est vrai. Il nous reste 4 minutes, les amis. On évoque rapidement Netflix. Avec la fin du partage de comptes. Voilà, ça c'est quand même au départ une mauvaise nouvelle. Mais finalement, c'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça. Nicolas. En tout cas pour eux, ça l'est pas. C'est évident. Netflix, faut le rappeler, on a tendance à l'oublier. Netflix l'année dernière a traversé une période de crise qui était hyper inquiétante. L'action s'est effondrée, la direction était menacée. Il y avait des rumeurs de rachat. On disait est-ce que Apple va racheter Netflix par exemple. Ça s'est posé cette question. Oui, c'est vrai. Et là aujourd'hui, tout va bien. Les chiffres sont trop bons. Ils ont gagné 6 millions d'abonnés le trimestre dernier. Donc Netflix est vraiment de retour en force. Pourquoi ? Parce qu'ils ont opéré 2 changements. Le premier, c'est la publicité. Ils ont toujours dit jamais de la vie, il y aura de la pub sur Netflix. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il a suffi de prononcer lors d'un appel avec les investisseurs, on réfléchit à une offre avec publicité pour que l'action s'envole. Donc du coup, ils l'ont lancé. La pub, ça rapporte de l'argent parce qu'il y a quand même pas mal de pubs dans cette offre-là. Et donc, ça y est, ils sont repartis sur une pente croissante. Et les investisseurs leur ont aussi dit, il y a quand même un vrai problème avec ces gens qui squattent les comptes et qui ne payent pas. Donc Netflix a dit, on va leur faire plaisir. Et donc, ils ont mis fin officiellement au partage de comptes. Et ils forcent finalement les gens à avoir leur propre compte avec des petits messages qui font un peu peur. En mode, vous n'êtes pas chez vous, il faut payer. Bon, la réalité... je suis désolé si vous avez payé, c'est que c'est du bluff. Si vous cliquez sur « Je suis en voyage », ça va vous envoyer un code par message. Vous mettez le code et Netflix va continuer de fonctionner. C'est pour l'instant pas du tout bien implémenté cette histoire, mais ça a fonctionné. Plus 6 millions en un trimestre. Netflix n'a jamais eu autant d'abonnés en 3 jours après la fin du partage de compte. Donc c'est réussi. J'imagine que tu es abonné à Netflix. Je ne sais pas si tu partages tes comptes et tout, mais moi évidemment on partage. Mais moi mon compte n'a pas été impacté en fait par ce. Je crois que c'est que sur télé. Je sais pas si les gens à qui tu le partages sont sur télé. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit, je l'ai eu, qui ont paniqué. Et moi, j'ai rien eu, tu vois. Et pourtant, j'ai des comptes un peu partout en France là. Des accès. J'ai pas eu de. J'ai pas eu de. Je pense que ça dépend des gens. De warning ou de choses comme ça. Ou peut-être qu'ils font ça par vague aussi. Je sais pas. En tout cas, il s'est déployé en France. JB. Sur ce sujet. Moi, j'utilise Netflix
pas si souvent que ça, parce que je trouve que les contenus sont un peu tout le temps pareils. Donc bon, voilà. Et finalement, moi, je partage pas mon compte à non plus 15 milliards de personnes, donc ça me concerne pas beaucoup, mais je trouve que tout ce que tu as dit en fait a 100% raison, qu'on peut toujours un peu contourner les lois en regardant ce qu'il peut y avoir par les mails, et surtout que Netflix finalement a eu raison de lancer dans l'abonnement publicité parce que ça rapporte et qu'ils suivent tout ce que les investisseurs peuvent dire, et c'est un modèle économique comme un autre, hein. Ils ont raison de le faire, ça marche. Ouais, c'est clair. Après, j'ai jamais vu comment ça fonctionnait, s'il y avait beaucoup de pubs par exemple sur la version pub de Netflix. J'ai l'info, mais alors là, je crois qu'il y a 20 minutes. Non, s'il y a une pub toutes les 20 minutes à peu près et qu'il y a l'équivalent de... Je crois que c'est 4 minutes par heure. Ouais, j'allais dire 3 minutes par heure, mais ça doit être 4 minutes par heure. Ce qui est beaucoup, hein, c'est pas mal. Hein. Mais par exemple, ce qui est très très peu par rapport aux médias américains qui eux sont à 18 minutes de pub par heure. C'est plutôt dans les standards de la télé française, mais du coup pour les Américains c'est super bien. C'est vrai, et je pense que les Américains finalement 4 minutes de pub par heure, ils ont tellement l'habitude d'avoir 18 minutes que finalement même en payant ça doit passer crème. Oui, mais c'est pas cher, hein. C'est quoi, c'est 6 € par mois? Non, j'ai une bêtise. Si, c'est ça, 6 € par mois. Cet abonnement, 5,99. Il n'est pas en 4K le contenu. Non, 1080. Voilà, donc en fait. Et 2 écrans, tu peux le partager. Ouais, mais bon, on paye pour avoir de la pub et en plus on n'a pas la meilleure des qualités. Oui, c'est vrai. Oui, mais si tu compares, parce que là, ils sont en train de tuer l'abonnement essentiel partout dans le monde. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, dans quelques semaines, on aura le choix entre ça à 6 € ou la même chose sans pub à 14 €. Ouais, x2, hein. Genre, tu te prends un x2, plus de x2 juste pour enlever la pub. Hein. Ouais, mais tu as la 4K, tu as 4K. Non, sur deux écrans, tu n'as pas la 4K. C'est la même chose, c'est le même abonnement, mais le 4 écrans, c'est 18, 17, 49. C'est ça, pardon, t'as raison. Donc c'est vraiment l'abonnement haut de gamme. Donc c'est la même chose sans publicité, donc plus du double. Vous, ça vous intéresserait d'avoir une coupure pub toutes les 20 minutes à peu près quand vous regardez votre série ou votre film sur Netflix? Moi, ça me saoulerait. Je pense que ça me saoulerait. Déjà qu'on voit sur YouTube, ça nous saoule d'avoir de la pub. YouTube, j'ai YouTube Premium pour les films, moi. Mais culturellement, nous en France, on est un peu plus allergiques à la pub que les Américains qui en bouffent à longueur de journée, quoi. Mais c'est vrai que. Mais la réalité, c'est que même en France, ça fonctionne. Hein. Ouais, ça marche. Bien sûr, bien sûr. Bon ben voilà, le partage de compte Netflix, peut-être allez-vous en profiter pour vous regarder plein de séries, après De quoi je me mêle bien sûr, et après le contenu de Tech & Co, après le contenu de Numérama, et après les vidéos de JB de The Collection. On vous autorise, après tout ça, à regarder Netflix. C'était un vrai plaisir que de vous retrouver et de passer toute cette saison encore une fois avec vous. Merci à Nico. Merci à toi, c'est ravi d'avoir été là pour cette dernière de la saison. Mais tu sais que tu es toujours le bienvenu, Nicolas Lelouch donc de Numérama, et puis JB de The E-Collection. Ravi aussi d'avoir été là pour la dernière de la saison. C'est cool. Et on se retrouve dans quelques mois. Exactement. Portez-vous bien, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous, on se retrouve très vite à Berlin, si tout va bien, puisque ce sera l'IFA, ce grand salon dédié à la tech comme chaque rentrée, on y sera. Bonnes vacances encore une fois à vous toutes et à vous tous, et à très très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.